En 1943, dans un manoir bavarois transformé en clinique, une femme blonde accouche sous la surveillance des SS. Il ne connaîtra pas son fils, il ne saura pas qui est le père. Et tu ne le reverras plus jamais. Ce n'est pas un cas isolé. Cela fait partie d'un programme officiel du Troisième Reich. Le Lebensborn, fondé par Heinrich Himmler, était plus qu'un centre de soins pour mères célibataires. Il s'agissait d'une expérience d'ingénierie humaine conçue pour fabriquer une nouvelle élite raciale. Sous couvert médical, des viols systématiques, des vols de bébés, des expériences biologiques et des reprogrammations d'identité ont été perpétrées. Des milliers de femmes ont été utilisées comme vaisseaux. Des centaines de milliers d'enfants ont été séparés de leur famille, rebaptisés, germanisés et transformés en rouages d'une machine idéologique sans précédent. Jusqu'où est allé le projet Lebensborn ? Aujourd'hui, nous allons examiner les choses diaboliques qui se sont produites à l'intérieur du sinistre programme Lebensborn. L'usine du sang pur. Comment le Troisième Reich a tenté de repenser l'humanité. Au cours des premières années du régime nazi, alors que l'Allemagne retrouvait sa puissance militaire et économique, un projet biologique sans précédent se développait tranquillement. Le programme Lebensborn, dont le nom signifie « source de vie », est né officiellement le 12 décembre 1935 sous la direction personnelle de Heinrich Himmler, Reichsführer de la SS. Cette initiative représentait la matérialisation institutionnelle d'une obsession raciale qui plaçait la biologie au-dessus de la loi et le sang au-dessus de toute considération humaine. Le Lebensborn est né en réponse à une préoccupation démographique spécifique, le déclin du taux de natalité allemand après la Première Guerre mondiale. Le Reichsführer, fort de son expérience antérieure d'éleveur de volailles, a transféré les principes de la sélection génétique au domaine humain. Reproduction sélective, élimination des caractères indésirables et multiplication des caractères considérés comme supérieurs. Bien que présenté publiquement comme une organisation d'aide sociale pour les mères célibataires, le véritable objectif du Lebensborn était de créer un système de reproduction contrôlé pour perpétuer ce que les idéologues nazis définissaient comme le sang arien. La base théorique du programme reposait sur les théories raciales européennes du XIXe siècle, qui classèrent l'humanité en catégories hiérarchiques. Sur cette échelle imaginaire, la soi-disant race nordique, caractérisée par une peau claire, des yeux bleus et des cheveux blonds, occupait la position la plus élevée. Le régime nazi a élevé cette taxonomie au rang de principe directeur de la politique de l'État. Dans les écoles allemandes, ces idées étaient enseignées comme des faits scientifiques incontestables. Le citoyen ordinaire devait prouver sa pureté aryenne au moyen de certificats généalogiques appelés Ahnenpass, qui documentaient sa lignée jusqu'en 1800. Pour entrer les SS, le corps d'élite dont dépendaient les Lebensborn avait des exigences raciales encore plus strictes, notamment des examens physiques détaillés et des évaluations phénotypiques. La transformation de la maternité en devoir patriotique était un autre pilier fondamental du programme. En 1938, le régime instaure la Croix d'honneur des mères allemandes qui récompense les femmes en fonction du nombre d'enfants qu'elles ont. Bronze pour 4 ou 5, argent pour 6 ou 7 et or pour 8 ou plus. Ces mères ont reçu des privilèges matériels et une reconnaissance en tant qu'héroïnes biologiques du Reich. La propagande diffuse constamment des images de mères blondes entourées d'enfants en bonne santé, tout en éliminant les représentations de femmes professionnelles ou indépendantes. La structure institutionnelle du programme reflétait l'obsession du régime nazi pour le contrôle et la hiérarchie. Chaque aspect du processus de reproduction était sous la supervision de l'État, de la sélection des candidates et de la fécondation à l'accouchement et à l'éducation précoce. La vie humaine, dès la conception, devint la propriété du Reich, et le corps féminin devint un territoire administré par l'État national-socialiste. Le concept de Lebensborn n'est pas né dans le vide. Depuis 1933,
Avec la promulgation de la loi pour la prévention des maladies héréditaires chez les enfants, le régime nazi a mis en œuvre des stérilisations forcées touchant plus de 400 000 personnes considérées comme génétiquement inférieures. Personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux, malades chroniques, alcooliques et personnes classées comme antisociales. Cet aspect négatif de l'eugénisme nazi, empêcher la reproduction des indésirables, a trouvé son complément positif dans le Lebensborn, encourager la reproduction des désirables. Rudolf Brandt, secrétaire personnel de Himmler et l'un des architectes administratifs du programme, a consigné dans des notes internes la conception fondamentalement instrumentale des participants. Dans un document daté de mars 1936, il écrit « La maternité du sang précieux n'est pas une affaire privée pour les mères, mais un devoir envers l'État et une garantie de l'éternité de la nation. » Ce texte, récupéré plus tard par des chercheurs, illustre comment la rhétorique sur l'honneur maternel masquait une vision profondément déshumanisante des femmes. Les Lebensborn fonctionnaient comme une branche spécialisée au sein de l'appareil racial complexe nazi. Alors que l'Ahnenerbe, Société pour la recherche et l'enseignement sur le patrimoine ancestral allemand, fournissait une justification pseudo-scientifique et que le Rucha, Office central pour la race et la réinstallation, mettait en œuvre des politiques de classification raciale, le Lebensborn s'intéressait spécifiquement à la production de ressources humaines. Cette machine raciale fonctionnait avec la précision bureaucratique typique du Troisième Reich. Chaque formulaire, chaque évaluation médicale, chaque décision concernant la maternité était documentée avec une froideur administrative méticuleuse. Le programme bénéficiait d'un financement diversifié, démontrant ainsi son importance stratégique. Bien que formellement elle ait été présentée comme une entité associative, EV, Eingetragener Verein, association enregistrée, recevait un financement direct de la SS, des contributions financières de tous les officiers SS, qui étaient tenus de payer des cotisations mensuelles en fonction de leur rang, des dons d'entreprises en quête de faveurs politiques et des subventions secrètes de l'État. Cette structure financière garantissait une autonomie opérationnelle et une discrétion sur ses activités réelles. La mise en œuvre du Lebensborn a marqué une étape importante dans l'histoire de la biopolitique moderne. Pour la première fois, un État développé a tenté de contrôler systématiquement non seulement qui pouvait se reproduire, mais aussi comment, quand et dans quel but précis. Cette fusion de politique démographique, d'idéologie raciale et de contrôle de la reproduction créerait des précédents inquiétants qui transcenderaient la défaite militaire du nazisme. Les entrailles du Reich, à l'intérieur des cliniques secrètes de Lebensborn. Maisons Lebensborn, stratégiquement dispersées sur tout le territoire allemand et plus tard en Europe occupée, représentaient la matérialisation architecturale de l'idéologie raciale nazie. De l'extérieur, ils auraient pu ressembler à des cliniques privées ou à des manoirs reconvertis, généralement situés dans des cadres ruraux idylliques, loin des regards indiscrets. La première de ces installations a été ouverte en 1936 à Steinering en Bavière. En 1944, il y avait au moins 30 maisons de retraite en activité en Allemagne et dans les territoires occupés, principalement dans des manoirs, des châteaux ou des sanatoriums reconvertis. L'entrée dans une maison Lebensborn était réservée aux femmes qui réussissaient un processus de sélection rigoureux. Le premier filtre était généalogique. La candidate devait prouver son ascendance, aryenne pure, remontant au moins à 1800 en présentant un Ahnenpass complété. Les fonctionnaires du bureau de la race et de l'établissement SS ont examiné ces arbres généalogiques, écartant tous les candidats n'ayant des ancêtres juifs, slaves ou non européens. Une fois cette exigence satisfaite, des examens médicaux et physiques exhaustifs ont suivi. La femme devait être exempte de maladies héréditaires ou de défauts raciaux. La symétrie faciale, la forme du crâne et la structure corporelle globale ont été évaluées, avec une préférence pour les femmes blondes aux yeux bleus. Enfin,
le profil politique et moral de la candidate a été analysé, en évaluant son appartenance à des organisations nationales socialistes et sa réputation. Les hommes participants, principalement des officiers SS, ont également été soumis à des filtres similaires. Himmler a établi que chaque membre de l'organisation devait démontrer sa pureté raciale au moyen de documents généalogiques, de tests physiques et d'évaluations comportementales. L'idéal masculin comprenait une grande taille, une carrure athlétique, des traits nordiques et une loyauté idéologique absolue. Dans de nombreux cas, la grossesse est survenue lors de rencontres programmées entre des femmes sélectionnées et des officiers SS. Ces actes répondaient à une planification reproductive, réalisée selon des calendriers ovulatoires, avec des interventions médicales pour assurer des conditions optimales de fécondation. Les participants restaient souvent anonymes, considérant l'acte sexuel comme un service patriotique. Une fois enceintes, les femmes étaient admises dans des maisons de retraite Lebensborn pour un suivi médical constant. Les équipes médicales ont surveillé tous les aspects de la grossesse: poids, tension artérielle, développement du fœtus et état psychologique. Les femmes enceintes restaient isolées du monde extérieur, ne recevaient aucune visite non autorisée et beaucoup ne savaient pas si elles reverraient leurs enfants après l'accouchement. Les naissances ont été méticuleusement documentées, chronométrant chaque phase. Certains accouchements ont été réalisés sans analgésie, glorifiant ainsi la souffrance féminine. Après la naissance, le bébé a immédiatement subi une évaluation raciale. Ses caractéristiques physiques ont été mesurées en détail, les transformant en données statistiques dans le cadre du projet eugénique. Les rituels d'accueil ont remplacé le baptême chrétien par des cérémonies païennes germaniques conçues par Himmler, qui comprenaient de l'eau de source considérée comme sacrée, des chants nordiques et des serments au Führer. Des noms d'origine germanique ancienne tels que Siegfried ou Brunhilde ont été imposés à la place des prénoms chrétiens. Après l'accouchement, de nombreuses mères n'ont jamais revu leurs enfants, qui ont alors été pris en charge par l'État. Les bébés étaient envoyés dans des orphelinats spéciaux, des foyers désignés par les SS ou des établissements d'enseignement nationaux socialistes. Ceux qui passaient ces filtres commençaient leur endoctrinement dès le berceau: obéissance, suprématie raciale et fierté germanique. Entre 1936 et 1945, environ 20 000 à 30 000 enfants sont nés dans le cadre du programme Lebensborn. La plupart d'entre eux se trouvent en Allemagne et en Norvège, mais aussi en Autriche, en Pologne, en France et dans d'autres territoires occupés. La vie quotidienne dans une maison Lebensborn suivait un régime presque monastique, conçu pour créer un environnement combinant des éléments d'un hôpital, d'une école idéologique et d'une communauté fermée. La journée a commencé tôt, avec des exercices physiques spécifiques pour les femmes enceintes développés par les médecins SS. Ces exercices, documentés dans des manuels internes récupérés après la guerre, visaient à renforcer le corps maternel tout en inculquant la discipline militaire. Le régime alimentaire était méticuleusement planifié selon des principes raciaux particuliers. Les aliments considérés comme authentiquement germaniques, pain de seigle complet, lait, miel, porc, légumes racines, étaient privilégiés, tandis que les produits étrangers ou dégénérés, tels que le café, les épices exotiques et les aliments transformés, étaient évités. Le rationnement de guerre, qui affectait gravement la population allemande, ne s'appliquait pas à ces installations, qui recevaient des approvisionnements prioritaires directement des SS. L'architecture intérieure des maisons Lebensborn reflétait la fusion de la fonctionnalité médicale et du symbolisme idéologique. Irmgard Heinemann, une infirmière qui travaillait à la maison Bad Polzan, Pologne actuelle, et qui a témoigné des années plus tard, a décrit comment les chambres combinaient des équipements hospitaliers modernes avec des symboles runiques, des portraits du Führer et des meubles inspirés de l'esthétique nordique. Chaque détail
de l'éclairage à la disposition du lit, a été conçu pour renforcer l'idée de participation à un projet historique important. La présence constante de médecins, d'infirmières et de personnel administratif créait un environnement de surveillance constante. Les participants ont été évalués en permanence non seulement sur le plan physique, mais aussi idéologique et psychologique. Des enregistrements détaillés de leur comportement, de leurs attitudes et de leurs commentaires ont été conservés. Ceux qui manifestent des doutes, des critiques ou un enthousiasme insuffisant pourraient être expulsés du programme ou, dans les cas les plus graves, faire face à des sanctions disciplinaires. L'aspect psychologique du projet Lebensborn a été moins documenté que ses dimensions biologiques, mais des témoignages ultérieurs révèlent des techniques systématiques de manipulation émotionnelle. Les femmes ont été simultanément élevées au rang de mères de la nation, tout en se voyant refuser l'autonomie fondamentale. Cette contradiction, indispensable mais dispensable, honorable mais contrôlée, a généré une dépendance psychologique à l'égard de l'institution, rendant difficile la résistance individuelle. Erna Becker-Cohen, l'une des rares participantes à avoir laissé un témoignage écrit, récupéré seulement en 1987, a décrit l'environnement comme « une prison dorée où nous étions traités comme des récipients précieux mais creux ». Cette description reflète la dualité fondamentale du programme. Il offrait protection, nourriture et soins médicaux en temps de guerre, mais au prix de transformer les participants en composants passifs d'une expérience sociale à grande échelle. L'endoctrinement idéologique était un élément central de la routine quotidienne. Pendant leur grossesse, les femmes recevaient des cours de théorie raciale, d'études germaniques, de mythologie nordique et d'histoire réinterprétée selon la vision nationale socialiste. C'est un séminaire de formation, animé par des femmes membres de la SS ou des enseignantes désignées, visait à garantir que les mères, même si elles n'élevaient pas leurs enfants, leur inculqueraient la bonne vision du monde pendant la grossesse. Un aspect distinctif du programme Lebensborn était le recours à des tests génétiques pionniers pour l'époque. Bien que rudimentaire selon les normes actuelles, il représentait une technologie avancée dans les années 1930 et 1940. Les groupes sanguins, les caractéristiques héréditaires et les prédispositions génétiques ont été analysés à l'aide de techniques spécifiquement développées par des chercheurs associés au programme. Ces données ont été stockées dans des archives biologiques qui seraient utilisées pour de futurs élevages sélectifs, démontrant la vision à long terme de ce projet eugénique. La précision bureaucratique atteint des niveaux extraordinaires en ce qui concerne les nouveau-nés. Chaque bébé a reçu un Lebenslauf, dossier de vie, qui comprenait non seulement ses caractéristiques physiques, mais aussi son potentiel racial, évalué selon des échelles pseudo-scientifiques développées par Roucha. Cette documentation déterminait leur sort immédiat, ceux classés comme de valeur ou de très grande valeur entraient dans le programme d'adoption élitiste. Les enfants considérés comme acceptables sont restés dans les crèches institutionnelles. Les sceptiques ont été progressivement marginalisés. Le vol de l'innocence, viol, enlèvement et marché des bébés ariens. Sous la façade de l'assistance sociale que l'appareil de propagande nazi avait construite autour du Lebensborn, un système de violence structurelle fonctionnait dans lequel le corps féminin fonctionnait comme une ressource au service d'une machine raciale. Les femmes qui ont volontairement rejoint le programme l'ont souvent fait sous l'effet d'un mélange de tromperie, de pression sociale et de besoins économiques. D'autres, en particulier dans les territoires occupés, ont été forcées de participer sans consentement valable, devenant ainsi victimes de viols systématiques de la part d'officiers allemands. Le programme a également procédé à l'enlèvement massif d'enfants présentant des caractéristiques physiques considérées comme racialement précieuses. L'un des aspects les plus dérangeants de Lebensborn était sa capacité à normaliser le viol comme outil politique. En Allemagne, les relations sexuelles au sein du programme étaient représentées comme volontaires,
Mais cette catégorisation ignore le contexte coercitif. Les femmes étaient isolées de leur environnement, subordonnées à l'autorité absolue des SS et exposées à une pression idéologique constante. Dans les territoires occupés comme la Norvège et la France, la frontière entre relations consensuelles et forcées est devenue encore plus floue. Des milliers de femmes ont été contraintes par les soldats allemands à avoir des relations sexuelles en échange de protection, de nourriture ou de privilèges pendant l'occupation militaire. En Pologne, où la résistance à l'occupation allemande était intense, le programme a abouti à l'appropriation brutale du corps féminin. Des jeunes femmes ont été capturées, soumises à une évaluation raciale et retenues contre leur volonté pour être enceintes. Ces violations ne constituaient pas des actes de brutalité individuelle, mais plutôt une politique d'État visant à engendrer une progéniture aryenne dans des territoires que le Reich prévoyait de coloniser biologiquement. La documentation interne des SS décrivait la grossesse comme une fonction biologique d'intérêt national, transformant les femmes en instruments dont la volonté n'était pas pertinente. Le refus de participer pouvait entraîner de graves représailles, perte des rations alimentaires, violences physiques, déportation ou internement dans des camps de concentration. À partir de 1941, sous les ordres directs de Himmler, les SS ont lancé une opération visant à identifier, kidnapper et germaniser les enfants répondant aux critères raciaux nazis. Les responsables de Lebensborn ont déployé des équipes spécialisées dans les écoles, les orphelinats et les communautés rurales pour sélectionner les enfants présentant des caractéristiques nordiques. Ces enfants ont été retirés à leur famille sans explication ni procédure légale. Beaucoup ont été arrachés des bras de leurs parents dans les gares ou lors de raids nocturnes. Ceux qui réussissèrent les tests raciaux étaient envoyés en Allemagne, où ils recevaient une nouvelle identité, un nom germanique, une nationalité allemande fictive et un placement dans des foyers Lebensborn ou des familles adoptives. Là, ils apprirent l'allemand, furent interdits de parler leur langue maternelle et reçurent un endoctrinement national-socialiste intensif. Les enfants qui ont échoué au dépistage racial ou qui ont résisté activement à la germanisation ont connu un destin tragique. Beaucoup furent internés dans des camps de concentration pour enfants comme celui de Łódź, Litzmannstadt, où ils subirent des expériences médicales, des travaux forcés ou furent éliminés par injection mortelle ou par famine. On estime qu'au moins 200 000 enfants ont été enlevés en Pologne seulement, même si ce nombre pourrait être plus élevé. Des mineurs ont également été capturés en Tchécoslovaquie, en Slovénie, en Ukraine et dans d'autres territoires occupés. Le vol d'enfants constitue un meurtre d'identité. Les enfants germanisés ont perdu leur langue, leur histoire familiale, leur culture et leurs origines. Beaucoup ont grandi sans connaître leur véritable nationalité. La germanisation comprenait un processus systématique de reprogrammation idéologique qui commençait par un changement de nom et se poursuivait par la suppression totale des souvenirs par des punitions physiques et psychologiques. Wiera Granek, une jeune fille polonaise enlevée à l'âge de 5 ans et élevée en Allemagne sous un autre nom, n'a compris qu'après la guerre que ses vrais parents étaient morts à Treblinka. « Mon enfance était un mensonge », a-t-il déclaré des années plus tard. « Ils m'ont arraché la langue, la mémoire, ma mère. Le programme de récupération du sang précieux, terme euphémique utilisé dans les documents officiels pour désigner l'enlèvement d'enfants, fonctionnait à travers un réseau complexe d'institutions interconnectées. Le processus a commencé avec les Rassenprüfer, examinateurs raciaux, des fonctionnaires ayant une formation anthropologique qui ont parcouru les territoires occupés, en particulier les zones rurales de Pologne et d'Ukraine, où, selon les théories raciales nazies, on pouvait trouver des descendants d'anciennes colonies germaniques avec du sang nordique non contaminé. Ces examinateurs ont appliqué une classification méticuleuse développée par le professeur Eugen Fischer de l'Institut d'anthropologie Kaiser Wilhelm. L'échelle comprenait 62 caractéristiques physiques mesurables, allant de l'angle du visage à la forme des lobes d'oreilles,
notées à l'aide d'un système numérique complexe. Les enfants testés ont reçu des notes allant de 1 à 11, où 1 à 4 signifièrent « racialement digne », 5 à 11 signifiait « racialement digne et capable », 6 « acceptable » et 7 à 11 « racialement indésirable ». Selon des témoignages documentés des procès de Nuremberg, ces évaluations ne duraient que quelques minutes par enfant et étaient souvent menées dans les écoles locales en utilisant des méthodes intimidantes. Le témoignage de Maria Hanfová, une enseignante tchèque dans une école rurale près de Lidice, un village tristement célèbre pour sa destruction en représailles au meurtre de Reinhard Heydrich, a documenté le fonctionnement de ce processus. Ils sont arrivés à l'improviste un matin de janvier 1943. 3 hommes en uniforme et une femme en blouse blanche. Ils ont ordonné que tous les enfants soient alignés dans la cour. Ils ont pris des mesures, des photos, des échantillons de cheveux. 2 semaines plus tard, 11 enfants étaient portés disparus. Les familles ont reçu des lettres officielles indiquant qu'elles avaient été sélectionnées pour une éducation spécialisée. Les enfants kidnappés étaient d'abord envoyés dans des centres de polonisation, Eindeutschungslager, comme ceux de Łódź ou de Kalisz, où toute trace de leur identité d'origine était systématiquement éliminée. Témoignages de survivants comme Roman Witajek, retrouvé par la commission historique polonaise en 1947, décrit ces installations. Nous étions obligés de rester éveillés devant des affiches avec des phrases en allemand jusqu'à ce que nous les mémorisions. Quiconque parlait polonais était battu. Au bout de 3 mois, nous ne reconnaissions plus nos frères. Nous étions devenus des étrangers. Le sort des jumeaux identiques, particulièrement valorisés dans les programmes eugéniques nazis, fut particulièrement choquant. Sous la direction du docteur Joseph Mengele à Auschwitz, mais avec des liens documentés avec le programme Lebensborn, de nombreuses paires de jumeaux présentant des caractéristiques raciales précieuses ont été délibérément séparées, l'une envoyée pour des expériences médicales, l'autre dans des familles allemandes dans le cadre d'études sur la nature contre l'éducation. Cette séparation, documentée par des chercheurs tels que le docteur Yehuda Bauer, illustre l'instrumentalisation extrême de l'enfance sous le régime nazi. Ulrich Greifeld, un officier supérieur du Rucha jugé plus tard à Nuremberg, a admis dans un mémorandum interne daté de septembre 1942, récupéré dans les archives soviétiques, que la délocalisation des enfants contribue doublement à la cause. Elle élimine le potentiel reproductif futur de l'ennemi, tout en renforçant notre propre base démographique. Cette citation révèle la logique sous-jacente. L'enlèvement d'enfants n'était pas simplement une adoption forcée, mais une stratégie délibérée de génocide démographique à long terme. La violence sexuelle en tant qu'arme biopolitique a atteint des dimensions particulièrement inquiétantes dans les territoires occupés de l'Est. Dans les zones désignées comme zones de réinstallation allemande, principalement l'ouest de la Pologne et certaines parties de l'Ukraine, les unités spéciales combinaient violence sexuelle et sélection raciale. Selon le témoignage documenté de l'historien polonais Czesław Madajczyk, il y avait des installations comme Elenowek, où de jeunes femmes slaves ayant des caractéristiques raciales préférables étaient systématiquement violées par des officiers sélectionnés. Les femmes enceintes qui en résultaient étaient transférées dans des foyers Lebensborn si le futur bébé était considéré comme précieux. Sinon, ils étaient envoyés dans des camps de travail. Les expériences hormonales étaient un autre aspect mal documenté du programme. Dans certains établissements Lebensborn, notamment celui de Pernitz, Autriche, des médecins SS comme Walter Sonntag expérimentaient des traitements hormonaux pour augmenter la fertilité, accélérer le développement physique des enfants ou encore tenter d'influencer le sexe des futurs bébés. Ces expériences, documentées par fragments dans des archives saisies par l'armée soviétique et seulement partiellement déclassifiées dans les années 1990, démontrent à quel point le programme combinait les politiques démographiques avec la recherche biomédicale sans restrictions éthiques. L'appropriation des enfants avait une dimension économique révélatrice.
Selon les documents administratifs retrouvés, les familles allemandes qui adoptaient des enfants germanisés devaient payer entre 750 et 1500 Reichsmark à l'administration Lebensborn. La commercialisation des enfants enlevés a généré des revenus substantiels pour le programme, créant ainsi un marché d'adoption basé sur la race où les caractéristiques nordiques déterminaient le prix. Colonisé avec les gènes, Lebensborn est la conquête biologique de l'Europe. Programme Lebensborn, né sur le sol allemand, a rapidement transcendé les frontières du Reich pour devenir un outil de colonisation biologique dans toute l'Europe. À mesure que l'armée allemande progressait, l'appareil idéologique nazi transformait chaque territoire conquis en une ressource démographique à exploiter selon des critères raciaux. Himmler a conçu l'expansion de Lebensborn comme un moyen de redessiner la carte humaine européenne. La Norvège, la Belgique, la France, les Pays-Bas et l'Autriche sont devenus des lieux clés pour cette opération sans précédent. L'Autriche fut le premier territoire à être intégré au programme Lebensborn après l'Anschluss en 1938. Étant considéré comme faisant partie intégrante de la Grande Allemagne, la création de foyers Lebensborn ne nécessitait aucune justification juridique supplémentaire. Le château de Spiegelgrund, à la périphérie de Vienne, est devenu une institution clé du programme. Bien qu'officiellement exploité comme un hôpital pour enfants, ces installations ont été utilisées pour des expériences médicales, des euthanasies secrètes et des classifications raciales. La population autrichienne, majoritairement germanique, a constitué une source immédiate de mères potentielles pour le programme. Des milliers de femmes autrichiennes ont été recrutées, tandis que les enfants qui ne répondaient pas aux normes raciales ont été éliminés ou envoyés dans des institutions de rééducation. L'expansion du Lebensborn. Avec sa population aux caractéristiques nordiques marquées, le pays scandinave a été identifié par Himmler comme un territoire idéal pour l'expansion génétique allemande. Après l'occupation de 1940, le programme a créé des maternités et des maisons d'adoption à Oslo, Bergen et Trondheim. Plus de 12 000 enfants sont nés de relations entre des femmes norvégiennes et des soldats allemands pendant l'occupation. Les enfants norvégiens étaient évalués par des médecins SS et, s'ils répondaient aux critères raciaux, beaucoup étaient envoyés en Allemagne pour une germanisation complète. En France, le Lebensborn a pris des formes apparemment plus subtiles. Paris et d'autres grandes villes furent le théâtre d'opérations de séduction organisées. Les officiers allemands reçurent pour instruction d'établir des relations avec des femmes locales, présentant des caractéristiques raciales désirables. Des cliniques secrètes ont été créées dans des régions où la présence germanique historique était importante, comme l'Alsace et la Lorraine. De là, les enfants étaient transportés en Allemagne pour une évaluation raciale et un placement ultérieur dans des familles sélectionnées. Ce processus comprenait la falsification de documents, la germanisation de noms de famille et la création de biographies fictives complètes. En Belgique et aux Pays-Bas, Lebensborn opérait avec moins de visibilité institutionnelle mais avec une activité idéologique intense. Aux Pays-Bas, où le collaborationnisme était le plus répandu, environ 5000 relations entre des femmes néerlandaises et des soldats allemands ont été enregistrées. Sur le territoire belge, où l'occupation fut plus violente, les enlèvements d'enfants furent plus fréquents. Les équipes Lebensborn opéraient dans les hôpitaux, les églises et les orphelinats, identifiant les enfants blonds ou aux yeux clairs qui pouvaient passer pour allemands. Dans tous ces pays, le processus de germanisation a suivi un protocole systématique. Identification raciale par le biais d'une évaluation médicale, séparation familiale, changement d'identité avec de nouveaux noms, prénoms et nationalité allemande. Rééducation dans les écoles nationales socialistes avec sanctions pour l'utilisation de la langue maternelle. Et enfin, l'adoption par des familles allemandes sans possibilité de contact avec leur passé. La défaite allemande de 1945 a conduit à l'effondrement du système Lebensborn, mais les victimes, en particulier les enfants germanisés dans les pays occupés, se sont retrouvés piégés dans un vide juridique et émotionnel. De nombreuses familles adoptives
ont refusé de rendre les enfants. Les fichiers du programme ont été partiellement détruits par les SS pour éviter toute responsabilité légale. La plupart de ces enfants ont grandi sans connaître leur véritable identité. Les enfants Lebensborn étaient constamment confrontés à un rejet social. Ils étaient perçus comme les enfants de l'ennemi et le produit de l'humiliation nationale. Certains ont fini dans des institutions psychiatriques, d'autres dans des orphelinats punitifs. Ce n'est que dans les années 1990 que des recherches systématiques sur ces événements ont commencé, menées par des historiens, des organisations de défense des droits de l'homme et des associations de victimes. Certains pays, comme la Norvège, ont présenté des excuses publiques. Dans d'autres pays, comme la France, le sujet reste partiellement tabou dans la mémoire historique officielle. La mise en œuvre de Lebensborn en Norvège présente des caractéristiques particulières qui illustrent l'adaptation stratégique du programme aux conditions locales. Après l'invasion d'avril 1940, le commissaire du Reich Josef Terboven et le collaborationniste Vidkun Quisling ont établi un cadre réglementaire qui a facilité les relations entre les soldats allemands et les femmes norvégiennes. Le document « Ligne directrice sur les relations germano-norvégiennes » Richtlinien sur allemand-norvégien Beziehungen, publié en août 1940, stipulait explicitement « Les relations entre les soldats allemands et les femmes norvégiennes devraient être encouragées en tant que contribution à l'unification nordique. » Maison Lebensborn de Gotthab, dans la banlieue d'Oslo, fut la première à être fondée en dehors de l'Allemagne. Situé dans un ancien manoir aristocratique, cet établissement accueillait exclusivement des femmes norvégiennes enceintes d'enfants de soldats allemands. Selon des documents récupérés au Riksarkivet, Archives nationales norvégiennes, cette maison a reçu un financement spécial directement du bureau de Himmler, démontrant l'importance stratégique que le régime accordait à la récupération du sang nordique. Ce qui distingue le cas norvégien, c'est la création d'une structure administrative spécifique, l'Abteilung, Lebensborn, département Lebensborn, dépendant directement du commissaire allemand, mais composé en partie de fonctionnaires norvégiens collaborationnistes. Cette structure hybride a permis une pénétration sociale plus efficace en utilisant les réseaux locaux et les connaissances locales pour identifier les participants potentiels. Günther Schwab, administrateur en chef de ce département, écrivait dans un rapport interne de 1942 « La Norvège représente notre champ le plus fertile. Ici, le sang germanique est resté plus pur qu'en Allemagne même. » Des rapports statistiques internes révèlent qu'environ 40% des participants norvégiens ont rejoint le programme par nécessité économique directe, 30% en raison de la pression sociale ou d'une propagande efficace, et seulement 20% en raison de convictions idéologiques. Les 10% restants sont entrés par divers moyens de coercition directe. Cette composition démographique explique en partie pourquoi, après la guerre, la société norvégienne s'est montrée particulièrement dure envers ces femmes. Elles étaient perçues comme des opportunistes ou des traîtres, et non comme des victimes. Le cas français présente une mise en œuvre très différente due principalement à deux facteurs: la résistance culturelle française plus intense et la perception raciale nazie qui considérait les Français comme partiellement acceptables, mais pas racialement optimaux. Les documents du programme montrent qu'en France, Lebensborn opérait dans le plus grand secret, camouflant ses installations en clinique privée ou maison de retraite, apparemment sans lien avec l'administration allemande. Manoir de Chantegrive, près de Meulan, était le principal établissement de Lebensborn en France. Les archives récupérées indiquent que, contrairement à d'autres maisons, une sélection extrêmement rigoureuse était pratiquée ici. Seules les femmes ayant une ascendance germanique démontrable, principalement des Alsaciennes ou des descendantes de migrations historiques, étaient acceptées. Les femmes françaises restant enceintes de soldats allemands recevaient une aide temporaire, mais leurs enfants entraient rarement dans le programme d'adoption sélective. La mise en œuvre du Lebensborn aux Pays-Bas présente des particularités liées au mouvement collaborationniste local actif.
Le national-socialiste, le Beweging, mouvement national-socialiste néerlandais, a été directement impliqué dans le recrutement de femmes pour le programme, le présentant comme un pont biologique entre les peuples germaniques. Des tracts de propagande distribués en 1942, conservés aux archives nationales néerlandaises, affichent cette rhétorique. La mère néerlandaise qui donne un enfant à un soldat allemand construit l'avenir de l'Europe. Un aspect moins connu mais stratégiquement crucial était l'utilisation du Lebensborn comme outil diplomatique dans les pays officiellement alliés mais non occupés. En Suède, pays neutre pendant la guerre, des agents secrets du programme opéraient pour identifier les femmes suédoises désireuses d'y participer. Ces femmes se sont rendues, volontairement, dans des foyers Lebensborn en Norvège ou en Allemagne. Des documents diplomatiques suédois déclassifiés en 2000 révèlent que le gouvernement suédois était au courant de ces activités, mais les a tolérées afin de maintenir sa neutralité et ses relations commerciales avec l'Allemagne. Au Danemark, la mise en œuvre du programme a suivi un modèle doux, en raison de la situation politique unique du pays, qui était occupé, mais bénéficiait d'une autonomie administrative jusqu'en 1943. Le centre principal de Copenhague, appelé Centre germano-danois de protection maternelle et infantile, fonctionnait sous le couvert d'une initiative conjointe. Des études récentes menées par l'historien danois Erik Hogh Sorensen montrent qu'environ 6000 enfants sont nés de relations entre Danois et Allemands, dont beaucoup sous la supervision indirecte du programme. L'expansion du Lebensborn en Europe de l'Est a suivi des modèles plus agressifs directement liés aux politiques de nettoyage ethnique. Dans des territoires comme la Slovénie, partiellement incorporée au Reich sous le nom de province de Ljubljana, le Lebensborn a fonctionné comme un complément direct aux déportations de masse. Des documents administratifs récupérés aux archives fédérales allemandes montrent la corrélation. Les zones où les populations slaves ont été déportées ou exterminées ont immédiatement reçu des colons raciaux, qui comprenaient des installations Lebensborn pour germaniser biologiquement le territoire. La résistance locale au programme a pris diverses formes selon le contexte national. En Norvège, l'Église luthérienne a joué un rôle central, s'opposant publiquement au programme par le biais de lettres pastorales, le dénonçant comme une attaque contre la famille chrétienne. En France, des réseaux d'adoption clandestine liés à la résistance tentaient d'intercepter des enfants destinés au foyer Lebensborn allemand. En Pologne, la destruction des registres d'état civil par la résistance rendait difficile l'identification raciale des enfants, tandis que des instructions clandestines circulaient pour que les familles foncent artificiellement les cheveux blonds des enfants en utilisant des colorants naturels pour empêcher leur enlèvement. Chaque manifestation nationale du programme Lebensborn a adapté ses méthodes aux conditions locales, mais a conservé le noyau idéologique intact, la colonisation biologique comme extension naturelle de la conquête militaire. Preuve carbonisée, l'effondrement et la dissimulation de l'expérience Lebensborn. Début 1945, alors que le Troisième Reich s'effondrait militairement et moralement, le programme Lebensborn entrait dans sa phase finale. Le haut commandement SS a ordonné la destruction de toute la documentation relative au programme, actes de naissance, dossiers médicaux, dossiers généalogiques et listes d'adoption. La priorité était évidente, effacer les traces de l'expérience humaine la plus honteuse du régime. Les responsables ont compris que le monde découvrirait bientôt que sous la façade de l'aide sociale se cachait une politique systématique de viol, d'enlèvement, d'expériences médicales et de manipulation d'enfants à l'échelle continentale. En avril 1945, alors que les forces alliées libéraient les villes allemandes et autrichiennes, les vestiges physiques du Lebensborn apparurent. Ce qu'ils ont découvert n'étaient pas des camps de concentration, mais des demeures élégantes, des cliniques gynécologiques sophistiquées, des archives partiellement brûlées et des salles d'accouchement abandonnées.
Dans de nombreuses installations sont restés internés, sans papier, sans famille identifiable et sans connaissance de leur propre identité. Dans des endroits comme Steinhöring ou Wienerwald, les soldats ont découvert des chambres d'enfants impeccables, des berceaux parfaitement alignés, des portraits d'Hitler sur les murs et des manuels d'éducation nationaux socialistes. L'impact le plus important a été causé par la présence d'enfants non identifiés, étiquetés avec des numéros ou des noms de famille artificiellement germanisés. Les SS avaient tiré les leçons des autres échecs du régime. Là où il y avait des preuves d'horreur, il y avait la possibilité de poursuite. C'est pourquoi, dans les derniers mois de la guerre, un processus massif de destruction des archives et d'élimination des preuves du Lebensborn a été mené. Des méthodes drastiques ont été employées. Certaines maisons ont été dynamitées, d'autres ont brûlé, de nombreuses cliniques entièrement démantelées. Cette action délibérée, planifiée depuis Berlin, a entraîné la disparition définitive d'environ 70% des archives officielles du programme. La situation était compliquée par la division des territoires entre les puissances alliées, qui ne partageaient pas toutes les informations qu'elles avaient récupérées. L'Union soviétique a confisqué les archives de Lebensborn en Autriche et en Tchécoslovaquie, qui n'ont jamais été entièrement déclassifiées. La France a partiellement dissimulé son implication dans le programme. Les procès de Nuremberg, qui se sont déroulés entre 1945 et 1946, ont représenté la tentative la plus ambitieuse de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par un État moderne. Le programme Lebensborn a cependant été traité de manière marginale et superficielle dans ces procédures. Procès Rucha, bureau principal de la race et de la réinstallation de la SS, plusieurs officiers impliqués dans les politiques raciales, y compris des membres du Lebensborn, ont été poursuivis. Toutefois, l'accent a été mis principalement sur les déplacements forcés de population et non sur les abus en matière de procréation ou les enlèvements systématiques d'enfants. Gregor Ebner, médecin-chef du Lebensborn, a admis son implication directe dans la gestion de plusieurs maternités. Il a toutefois affirmé que son travail était exclusivement médical et humanitaire et a nié avoir eu connaissance de viols ou de vols d'enfants. Étonnamment, le tribunal l'a acquitté de toute responsabilité pénale. D'autres accusés ont utilisé des arguments similaires, affirmant que Lebensborn constituait une initiative d'aide sociale. L'absence de documents officiels, auparavant détruits, a considérablement entravé le travail de l'accusation. Sans preuves documentaires concluantes, les juges ont rejeté de nombreuses accusations liées au programme. Finalement, aucun dirigeant de Lebensborn n'a été condamné pour crimes contre l'humanité spécifiquement liés à ce programme. L'impunité des dirigeants ne résulte pas uniquement d'un manque de preuves. Cela reflétait également le contexte politique du début de la guerre froide. Les puissances alliées, en particulier, ont donné la priorité à l'accès aux scientifiques allemands, aux services de renseignement et à la reconstruction institutionnelle, reléguant de nombreux processus judiciaires considérés comme secondaires. L'acquittement des principaux responsables de Lebensborn représente une trahison envers les victimes, des mères violées, des enfants volés et des femmes forcées de se reproduire pour un régime qui les a ensuite rejetés comme du matériel biologique jetable. Maison Lebensborn par les troupes alliées était en grande partie accidentelle. Le capitaine américain Thomas Royal, dont l'unité a découvert la maison de Steinhöring le 2 mai 1945, a laissé des traces écrites de sa confusion initiale. Nous nous attendions à trouver une installation militaire, peut-être un quartier d'officiers. Au lieu de cela, nous avons trouvé des dizaines de femmes en uniforme d'infirmières s'occupant de jeunes enfants. Personne ne parlait, tout le monde semblait terrifié. Les documents à moitié brûlés ont révélé une partie de la vérité. La situation dans les camps de Lebensborn de l'Est, libérés par les troupes soviétiques, présentait des caractéristiques différentes. Selon des documents d'archives militaires russes déclassifiés en 2015, les troupes de l'armée rouge avaient reçu l'ordre spécifique de rechercher et de sécuriser les centres Lebensborn, considérés comme des installations de renseignement allemandes.
Commandant Ivan Polyakov, responsable de la découverte de la maison Koren-Salis en Saxe, a rapporté que le personnel allemand avait été évacué mais avait laissé derrière lui 38 enfants avec des dossiers partiellement intacts, révélant des origines polonaises, tchèques et ukrainiennes. Le processus de destruction des documents a suivi des modèles organisés qui démontrent une planification centralisée. Un mémorandum signé par Oswald Pohl, chef du Bureau central économique et administratif SS, a ordonné le 18 janvier 1945. Tous les documents sensibles de catégorie raciale et biologique doivent être éliminés par incinération complète. Les dossiers médicaux généraux peuvent être évacués. Aucun document classé Geheim, secret ou supérieur ne doit tomber entre les mains de l'ennemi. Cet ordre, récupéré dans les archives militaires britanniques, confirme le sentiment de culpabilité de l'administration nazie. La méthode de destruction variait considérablement. En Allemagne de l'Ouest, où l'évacuation s'est déroulée de manière relativement ordonnée, on a principalement utilisé des incinérateurs industriels. Dans les territoires de l'Est, où l'avancée soviétique fut plus rapide, on choisit la destruction par explosif ou par tir direct, souvent moins efficace. Cette différence explique en partie pourquoi davantage de documents ont survécu dans les zones occupées par les troupes soviétiques. Les installations physiques ont subi des destins mitigés après leur découverte. Certains, comme la maison principale de Steinering, ont été transformés en hôpitaux militaires alliés. D'autres, notamment dans les zones rurales d'Autriche et d'Allemagne de l'Est, ont été transformés en centres d'accueil pour les réfugiés et les personnes déplacées de guerre. Ironiquement, plusieurs bâtiments. Les camps qui avaient abrité des programmes de pureté raciale ont fini par héberger les personnes mêmes que le régime avait tenté d'éliminer. Le sort immédiat des enfants, trouvés dans ces établissements, dépendait principalement de la zone d'occupation. Dans les secteurs occidentaux, américains, britanniques et français, les autorités militaires ont établi des protocoles pour tenter d'identifier et de rapatrier les enfants enlevés. Des commissions spéciales ont été créées, comme les États-Unis. Nation Secours et Réhabilitation. Administration, UNRRA, qui a développé des méthodes innovantes pour identifier les origines, y compris des tests linguistiques pour détecter les accents natifs sous l'allemand imposé. Dans la zone soviétique, l'approche était sensiblement différente. Des documents du ministère russe de la Défense indiquent que de nombreux enfants retrouvés dans des foyers Lebensborn ont été transférés dans des orphelinats soviétiques sans aucune tentative significative de rapatriement, les considérant de fait comme des butins de guerre. L'historien Pavel Polian a documenté comment certains enfants baltes et polonais ont grandi en tant que citoyens soviétiques sans jamais connaître leurs origines. Procès Ruscha, affaire numéro 8 du procès de Nuremberg, représente la tentative la plus formelle de poursuivre les responsables du programme. Tenu entre octobre 1947 et mars 1948, ce procès incluait 14 accusés liés à la politique raciale nazie, dont Ulrich Greifeld, Richard Hildebrandt et Otto Hoffmann, administrateurs centraux du système Lebensborn. Cependant, comme l'a noté le procureur américain en chef Telford Taylor dans ses mémoires, l'affaire Lebensborn a été diluée dans l'affaire Ruscha, perdant ainsi sa spécificité et sa force probante. La stratégie défensive des accusés a révélé des schémas calculés. Selon les transcriptions du procès, ils ont méticuleusement séparé les aspects sociaux du programme, soins médicaux, soutien financier, des aspects criminels, enlèvement, viol, expérimentation. Cette fragmentation défensive, combinée à une documentation insuffisante, s'est avérée étonnamment efficace. Sur les 14 accusés, seuls 10 ont été condamnés avec des peines relativement légères, entre 10 et 25 ans, réduites ultérieurement par des grâces pendant la guerre froide. Le procureur français Marcel Floriot, présent à ces procès, déclara dans une correspondance privée déclassifiée en 1985 : l'ironie perverse de l'affaire Lebensborn est que son apparence extérieure d'assistance sociale s'est avérée efficace même devant le tribunal.
Lorsque nous avons montré des photographies de foyers Lebensborn, dotés d'installations soignées et de bébés bien soignés, il était difficile de transmettre l'horreur sous-jacente des enfants volés ou des identités détruites. La souffrance abstraite est juridiquement insaisissable. L'acquittement de Gregor Ebner, peut-être le médecin le plus en vue de la série, illustre cette difficulté de preuve. Bien qu'il ait personnellement signé des directives concernant la classification raciale des enfants, Ebner a convaincu le tribunal que ses activités étaient strictement médicales. Après sa libération, il a travaillé comme pédiatre privé à Munich jusqu'en 1966, un exemple paradigmatique de la continuité professionnelle de nombreux auteurs de crimes. Survivants réduits au silence. Le voyage des enfants de Lebensborn. Lorsque la guerre prit fin et que l'Europe commença sa reconstruction, tandis que les camps de concentration étaient libérés et que les dirigeants nazis étaient jugés, un groupe de personnes resta complètement ignoré, les enfants des Lebensborn. Ces mineurs ignoraient qu'ils avaient été sélectionnés sur la base de critères raciaux, séparés de leur famille d'origine ou élevés comme éléments d'une machine idéologique. Les enfants nés ou enlevés sous les normes raciales du Reich ont dû faire face à un conflit plus long que la guerre, la lutte pour reconstruire leur identité, comprendre leurs origines et survivre à la stigmatisation imposée. Alors que le monde célébrait la victoire sur le nazisme, il restait les vestiges biologiques d'une expérience monstrueuse. Beaucoup d'entre eux ont été retrouvés dans des maternités abandonnées ou des pensionnats SS, complètement dépourvus de documents ou de références familiales. Certains furent temporairement placés sous la garde des troupes alliées, d'autres furent transférés dans des orphelinats d'État ou confiés à des familles adoptives sans aucune information sur leurs origines. En Allemagne, ces enfants ont été classés dans la catégorie générique de orphelins de guerre, occultant ainsi leur lien spécifique avec le programme racial. Souvent, les familles adoptives n'étaient pas au courant des antécédents de l'enfant. Les enfants qui posaient des questions sur leurs origines recevaient des réponses évasives ou étaient punis pour leur curiosité. Les enfants Lebensborn étaient perçus comme des symboles vivants de l'occupation allemande. Le simple soupçon d'ascendance nazie suffisait à provoquer une marginalisation, une agression physique ou une institutionnalisation. Les autorités ont changé les noms, scellé les dossiers et réécrit des histoires familiales entières. La dépersonnalisation constitue le mécanisme standard de gestion sociale. Ces enfants se sont vus systématiquement refuser le droit humain le plus fondamental, connaître leur propre identité. Une étude du gouvernement norvégien publiée en 2002 a révélé que des centaines d'enfants Lebensborn étaient internés pour des raisons purement idéologiques, sans diagnostic clinique valable, dans des centres où ils recevaient des traitements inhumains, notamment des électrochocs, un isolement prolongé et des châtiments corporels. Parmi les cas documentés, Anni-Frid se distingue Lyngstad, fille d'un officier allemand et d'une jeune norvégienne. Après la guerre, sa mère subit une marginalisation sociale et mourut prématurément. Anni-Frid a été envoyée en Suède pour éviter les représailles et des décennies plus tard, elle a été reconnue comme membre du groupe musical ABBA. Sa biographie reflète une enfance marquée par le rejet social et le silence historique. Dans les années 1980 et 1990, une génération d'enfants adultes, Lebensborn, a commencé à s'exprimer publiquement. Poussés par les transformations sociales et l'accès à de nouvelles sources documentaires, ils se sont lancés dans des quêtes personnelles pour découvrir leur passé caché. Ce voyage constituait souvent une épreuve psychologique et bureaucratique. Sans documentation fiable, témoignages directs ou soutien institutionnel, la reconstruction de l'identité originale est devenue un casse-tête émotionnel presque insoluble. Certains se sont tournés vers des journalistes spécialisés, des historiens ou des enquêteurs privés. D'autres ont eu recours à des tests génétiques et à des réseaux internationaux de recherche pour retracer les racines familiales. Pour beaucoup, la vérité est arrivée tard et avec un impact traumatisant. Ils ont découvert la mort des parents biologiques,
le viol maternel ou la germanisation forcée comme étant à l'origine de leurs adoptions. L'impact émotionnel a conduit à de profondes crises d'identité, à une grave dépression et à des ruptures familiales avec des parents adoptifs qui avaient caché la vérité pendant des décennies. Les dommages causés par le programme Lebensborn se sont étendus à ceux qui sont nés directement sous sa structure. Ces conséquences se propagent de manière transgénérationnelle aux descendants, aux couples et aux environnements sociaux. De nombreux enfants du programme ont développé des traumatismes non reconnus, difficulté à former des liens émotionnels stables, peur pathologique de l'abandon, anxiété liée à l'appartenance et honte existentielle sans cause apparente. Les recherches en psychologie intergénérationnelle montrent que les traumatismes infantiles non résolus peuvent être transmis à la fois émotionnellement et épigénétiquement aux générations suivantes. Les petits-enfants de personnes nées dans le Lebensborn ont rapporté avoir le sentiment de porter les histoires des autres et de vivre sous des ombres non choisies. À partir de 2000, les survivants de Lebensborn ont lancé des organisations transnationales pour exiger une reconnaissance officielle, un soutien psychologique, un accès aux archives et une justice historique. En Norvège, cette mobilisation a donné des résultats partiels. En 2002, le gouvernement a présenté des excuses officielles et a établi une compensation financière limitée pour certaines victimes. En Allemagne, le processus a progressé plus lentement. Ce n'est qu'en 2006 qu'un programme officiel a été mis en place pour faciliter l'accès à la documentation de Lebensborn, même si de nombreuses archives restent inaccessibles. La bataille pour la pleine reconnaissance continue devant les tribunaux et dans l'espace public. Les survivants exigent plus qu'une compensation financière. Ils exigent une reconnaissance commémorative. Ils cherchent à intégrer l'histoire du Lebensborn dans les systèmes éducatifs, les musées de l'Holocauste et les médias. Leur objectif est de faire en sorte que leurs expériences, passées sous silence pendant des décennies, occupent une place appropriée dans le récit historique des crimes du Troisième Reich. Le cas norvégien illustre de manière particulièrement frappante la stigmatisation systématique de ces enfants. Folke Reitan, né en 1942 dans la maison Lebensborn de Gotthard d'un officier allemand, a documenté dans son autobiographie « L'enfant de l'ennemi » 1998 comment le système éducatif norvégien a activement participé à cette discrimination. Les enseignants ont permis, voire encouragé, que nous soyons séparés pendant la récréation. Ils nous ont appelés « petits nazis » ou « salauds allemands ». Dans les cours d'histoire, quand on parlait de l'occupation, on sentait que tous les regards étaient braqués sur nous, comme si nous étions personnellement coupables. Les recherches de l'historien norvégien Lars Borgersrud ont révélé qu'environ 30% des enfants Lebensborn norvégiens ont été admis dans des établissements psychiatriques entre 1945 et 1960 sans justification médicale. L'hôpital psychiatrique de Gåstad, près d'Oslo, abritait une unité spéciale appelée de manière euphémique « département des enfants souffrant de troubles de guerre », où des traitements punitifs, notamment l'hydrothérapie par le froid, l'isolement prolongé et parfois la lobotomie, étaient appliqués en cas de défis persistants. La dissociation identitaire a caractérisé de nombreux survivants. Harriet von Nickel, née dans la maison Lebensborn à Hohhorst, Allemagne, et transférée plus tard en Norvège, a raconté dans des interviews pour le documentaire Hitler's Parfait Enfant, 2000, comment elle a développé deux personnalités parallèles. Extérieurement, elle était Harriet, la jeune fille norvégienne obéissante qui essayait de passer inaperçue. Intérieurement, j'étais toujours Greta, le nom dont je me souvenais vaguement de mes jeunes années. Je me parlais à moi-même dans une langue inventée qui mélangeait des mots allemands fragmentaires avec des constructions norvégiennes. Le phénomène du double orphelinat touche particulièrement les enfants enlevés dans les pays de l'Est. Aloisi Twardecki, un jeune Polonais germanisé et rebaptisé Alfred Hartmann, documenté dans sa mémoire « Voler vie » 1997, raconte comment, après son retour en Pologne en 1947, il a dû faire face à un nouveau rejet. En Allemagne,
Il était le Polonais indésirable. En Pologne, je suis devenu l'Allemand détesté. J'avais oublié ma langue maternelle et mon accent me trahissait. Ma famille biologique, quand je les ai finalement trouvés, était un groupe d'étrangers qui attendaient le petit Alodji, mais à la place, ils ont reçu un adolescent germanisé. En France, la situation a pris des dimensions particulières en raison d'une collaboration institutionnelle intense. Daniel Rouxel, fils d'un soldat allemand et d'une mère française, fondateur de l'association des enfants de soldats allemands, ANEG, a décrit devant le tribunal l'implication active de l'État français dans cette dissimulation. Lorsque j'ai demandé mes documents de naissance en 1965, j'ai découvert des versions contradictoires. Certaines mentionnaient que j'étais un orphelin de guerre, d'autres un fils de père inconnu. Ce n'est qu'en 1990, après des décennies de recherche, que j'ai retrouvé mon certificat original indiquant clairement l'identité de mon père, sergent de la Wehrmacht. La quête d'identité a pris des dimensions tragiquement complexes pour les jumeaux séparés par le programme. Les frères jumeaux Józef et Zbyszek Karwacki, séparés à l'âge de 3 ans lors de la sélection raciale en Pologne, a vécu des vies parallèles. Józef, enfant polonais, dans un orphelinat de Varsovie. Zbyszek, rebaptisé Walter Paul, est le fils adoptif d'une famille allemande. Leurs retrouvailles, documentées par la Croix-Rouge internationale en 1982, ont révélé l'impact psychologique dévastateur de la séparation. Selon les évaluations cliniques, tous deux avaient développé indépendamment des troubles similaires, des cauchemars récurrents sur un frère perdu et une grave anxiété de séparation. Les difficultés juridiques rencontrées pour établir l'identité d'origine constituaient un obstacle supplémentaire pour les survivants. Christoph Schwarz, un avocat spécialisé dans ces affaires, a documenté la manière dont les systèmes juridiques européens rejetaient fréquemment les demandes de rectification d'identité pour des raisons de prescription légale ou de preuves insuffisantes. De nombreux survivants ont dû conserver des identités imposées par la loi, transformant leurs documents personnels en souvenirs permanents de la violence historique qu'ils avaient subie. La création de la première association formelle de survivants de Lebensborn, Lebensspuren e.V., traces de vie, en Allemagne, en 1999, a marqué une étape importante dans la visibilité collective. Sa fondatrice, Astrid von Friesen, historienne et enfant de Lebensborn elle-même, a décrit l'organisation comme un espace où les fragments d'identité individuelle peuvent être collectivement réassemblés. L'association a donné accès aux archives, a proposé des conseils psychologiques spécialisés et, surtout, a créé une communauté parmi des personnes qui avaient vécu pendant des décennies en se croyant des cas isolés. La leçon non apprise, Lebensborn et les dangers de l'eugénisme moderne. Programme Lebensborn était une réponse biologique au projet racial du Troisième Reich. Il ne s'agissait pas d'un crime clandestin, mais plutôt d'une politique d'État explicite, approuvée par les médecins, les fonctionnaires et les dirigeants idéologiques. Son objectif fondamental était de produire des enfants racialement purs, d'élargir la supposée élite génétique aryenne et d'éliminer tout héritage considéré comme inférieur des territoires sous domination allemande. Bien que cette expérience appartienne officiellement au passé historique, ses fondements structurels restent présents dans certains protocoles scientifiques et démographiques actuels, sous de nouvelles terminologies et structures. Actuellement, il existe des processus documentés dans les cliniques de fertilité européennes, y compris en Allemagne, qui permettent aux futurs parents de sélectionner des embryons non seulement en fonction de l'absence de maladie, mais également en fonction de caractéristiques physiques telles que la couleur des yeux, la taille estimée ou les traits du visage. Bien que ces pratiques ne soient pas officiellement promues par l'État, elles relancent des mécanismes de classification par typologie génétique qui rappellent les formulaires d'admission Lebensborn, dans lesquels les mères et les bébés étaient classés selon des paramètres biométriques, des mesures crâniennes et l'origine raciale. En 2014, l'autorité allemande pour la reproduction humaine, Deutsche Gesellschaft pour la Reproductionsmedizin,
a reconnu publiquement l'existence de catalogues commerciaux proposant des donneurs de sperme et d'ovules accompagnés de descriptions phénotypiques complètes, incluant les antécédents familiaux et le niveau académique. Ce modèle, bien que présenté comme un libre choix, reproduit en pratique un système de sélection positive, proche de la logique fondatrice du Lebensborn. Encourager la transmission de traits considérés comme supérieurs. Dans des études menées par l'Institut Max Planck entre 2017 et 2021, une augmentation du recours aux tests génétiques préimplantatoires à des fins non thérapeutiques a été observée, en particulier chez les couples fortunés. Ces procédures, selon les rapports, ont tendance à se concentrer sur les profils embryonnaires associés à de meilleures projections cognitives, à une endurance physique et à une compatibilité immunologique, ce qui ressemble au modèle de forme physique raciale, exploité par le Bureau de la race et de l'établissement de l'ASS. En outre, il existe en Allemagne des entreprises privées qui proposent des services de dépistage des risques comportementaux génétiques aux premiers stades embryonnaires, sur la base d'associations statistiques entre des variantes génétiques et des traits tels que l'agressivité, l'impulsivité ou la capacité d'attention. Ce type de classification n'est pas interdit et a été critiqué par les experts en bioéthique pour sa proximité avec les pratiques eugéniques historiques. Bien qu'il n'existe pas de politique officielle favorisant la sélection génétique des populations, les mécanismes commerciaux et technologiques actuels ont permis la résurgence de critères de filtrage génétique à des fins sociales, esthétiques ou intellectuelles. Dans ce contexte, l'expérience historique du Lebensborn, un programme qui a institutionnalisé la création dirigée des êtres humains en fonction de leur potentiel biologique, n'a pas été incorporée avec suffisamment de force dans la réglementation contemporaine de la biotechnologie reproductive. Le risque actuel ne réside pas dans une répétition à l'identique du Lebensborn, mais dans la normalisation progressive des décisions reproductives influencées par des critères de désirabilité génétique. L'héritage technique et méthodologique du Lebensborn, sélection, mesure, exclusion et classification, reste présent dans les procédures modernes lorsqu'il n'existe pas de barrières claires à cet égard.